Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui sont ici présents au Quai des Savoirs, donc sur cette table ronde dédiée au réseau de tiers-lieux en Occitanie, au-delà et ailleurs. Et merci surtout à toutes celles et ceux qui se connectent à distance et participent avec nous à cette table ronde. Je vais faire une introduction très rapide parce que vous allez le voir et vous le voyez déjà, nous avons un nombre d'intervenants important, tant le sujet est dense et nous n'avons qu'une heure. Donc je vais commencer très rapidement cette petite introduction pour vous dire qu'on note depuis quelques temps, depuis quelques années et particulièrement depuis ces derniers mois, un nombre important et une évolution très importante du nombre de tiers-lieux en Occitanie, bien sûr, elle n'y échappe pas, mais également dans toutes les autres régions de France et même au niveau international. Et ce n'est pas que le fait de la crise. Pour peut-être donner quelques chiffres voilà, pour nous réveiller les neurones. Un premier recensement avait été fait en 2016 par l'ancienne commission télétravail et espace collaboratif au sein de la mêlée. Donc ce premier recensement en 2016 avait permis de comptabiliser 70 tiers-lieux environ, si ma mémoire est bonne, sur ce qu'on appelle désormais l'ex-Midi-Pyrénées. C'était la préhistoire à l'époque. C'était la préhistoire, ce n'était qu'en 2016. Le dernier recensement en fait, que nous avons fait au niveau de l'Agence régionale de développement économique ad hoc, il est plus récent, il date de cet été et on est aujourd'hui à près de 400 tiers-lieux sur l'ensemble de la région Occitanie, soit déjà existants et en fonctionnement et pour certains labellisés, soit en projet. Donc autant dire qu'effectivement, plus on a de tiers-lieux qui émergent, qui fonctionnent, plus le besoin en fait de faire ensemble, de se retrouver, de partager, de mutualiser, pourquoi pas d'outiller, se fait sentir et se traduit parfois en fait par la création ou l'émergence d'un réseau, qu'il soit structuré ou émanant spontanément au niveau d'un territoire. Donc c'est ce que nous avons voulu illustrer aujourd'hui en invitant ces intervenants, voilà, pour évoquer le sujet. Avant de céder peut-être la parole au co-animateur du jour, Philippe Brézolin, voilà, qui va se présenter et qui va prendre le relais. On est en binôme sur le sujet, vous l'avez bien vu. On voulait peut-être recadrer, c'est quoi un tiers-lieu, de quoi on parle. Donc il y a essentiellement 3 grandes typologies. Bon, on pourrait discuter de ce qu'est un tiers-lieu, mais Marc Lager nous en a fait une brève définition tout à l'heure. Donc nous, on va parler des espaces de travail partagés, voilà, tels les espaces de coworking, ou également les ateliers partagés. On va parler aussi des espaces d'inclusion ou de médiation numérique, et on va parler des espaces de fabrication numérique tels les Fab Labs ou les espaces du fer. Donc ce sont ces 400 types d'espaces en fait, qu'on a recensés au niveau de la région Occitanie. Je vais peut-être très rapidement, du coup, te céder la parole, Philippe, pour que tu puisses présenter nos intervenants et enchaîner. Eh bien, merci Annie pour cette introduction et très heureux donc de co-animer cette table ronde avec Annie Facchetti. Donc, je m'appelle Philippe Brézolin, je suis facilitateur de sessions collaboratives. Et notamment, je suis intervenu avec un partenaire syndicat pour aider des communautés de communes à mettre en place, à définir surtout des tiers-lieux. Et puis, je suis co-animateur de la commission DigiWorks, donc qui intervient sur l'aspect formation, emploi, mais aussi nouvelles organisations de travail. Voilà, pour compléter donc cette présentation, je vais présenter nos intervenants. Lilian Fourcadier, ici présent, chargé de mission numérique à la CCI du Tarn et animateur du réseau Coworking in Tarn. Lilian, c'est bien ça? C'est tout bon. Merci. Bonjour Lilian et bienvenue. Alors, Isabelle Hardy, du conseil départemental de la Haute-Garonne, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne. Alors, en charge, je vais essayer de ne pas me tromper, de la diversification, du desserrement économique et de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Isabelle, c'est bien ça? Ok, bienvenue. Julie Talbot, Maison de l'Avenir Comminges-Pyrénées. Vous êtes animatrice donc de ce tiers-lieu. Et vous travaillez également, vous êtes en train de construire, vous avez peut-être construit, vous me le raconterez, le réseau des tiers-lieux du Comminges. C'est bien ça? Bonjour Julie. À côté, c'est le piège parce que je ne l'ai pas.
Donc, à côté, c'est Émilie Flambeau Émilie Flambeau du tiers-lieu La Cafetière. C'est bien ça? Bonjour Émilie. Christelle Mathieu, donc directrice opérationnelle au sein de l'Agence régionale développement économique, aussi appelée ADOC, et responsable de l'animation du réseau de tiers-lieux labellisé d'Occitanie, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Tout à fait, Thierry. Bonjour Christelle. Et enfin, alors c'est pas Jean-Christophe, mais c'est bien Antoine Ruiz-Scorletti qui m'a fait des petites blagues tout à l'heure, qui est président du Rose Lab à la Cité et qui est administrateur du réseau des labs d'Occitanie qui s'appelle le Red Lab. Et la caméra est là, voilà. Voilà, merci donc à ces 6 intervenants. Vous voyez qu'on est nombreux, donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Et donc je vais commencer la présentation. C'est bien ça, Annie? C'est moi qui commence le... Oui, c'est toi qui commence effectivement. Peut-être rajouter sur l'intro que voilà, si on a voulu vous proposer ces sujets, le sujet autour des tiers-lieux, là on va vivre ensemble une première étape parce que la plupart des réseaux existants ou en projet ne se sont pas encore trop rencontrés. Et donc l'idée de cette table ronde, c'était déjà de les mettre autour de la table. Voilà. Et la deuxième phase, ça c'est un petit scoop que nous annoncera Louis tout à l'heure à la fin. Donc voilà, on va essayer de donner une suite, bien sûr, à cette table ronde. Alors je m'assois parce qu'apparemment je masquais un petit peu la caméra. Je ne suis pas encore fait pour assurer des shows à la télévision. Lilian, ça me permet de te voir en face. Donc on t'a sélectionné parce que tu es un des premiers réseaux historiques, en tout cas qu'on a identifié en Occitanie. Donc le réseau Coworking Interne. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi ce réseau et quel est son historique? Déjà, bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont à distance. Tu parlais tout à l'heure de préhistoire. Alors moi, je dois être au néolithique parce qu'on parle de 2014 hein, quand même. Ça va, tu portes bien ton âge. Ouais, ça va, je le porte pas trop mal. Quelques cheveux blancs, mais ça va encore. Donc, Coworking Tarn, une aventure donc, qui est là depuis plus de 7 ans maintenant et qui a démarré par un malentendu. Comme souvent, ce genre de mésaventures. Ce sont les plus belles aventures. Voilà. Donc, tout a démarré en fait d'une entreprise qui était sur le nord du département, à Albi, qui un jour a tapé à la porte de la chambre de commerce et a dit voilà, je veux monter un tiers-lieu. Alors, bien sûr, le sujet est arrivé sur ma table. En tant que chargé de mission numérique, comme on ne sait pas trop, on s'est dit numérique c'est bien, il va trouver une solution. Et à partir de là, j'ai rencontré ces personnes. Je ne connaissais pas grand-chose en coworking et télétravail. Je voyais ça très très loin dans les grandes agglomérations, tout ça. Et je me suis dit, on va démarrer par quelque chose d'assez basique. On va voir s'il y a une offre sur le département. Et à ma grande surprise, il y avait déjà 5 tiers-lieux qui existaient. 5 tiers-lieux complètement différents, donc des tiers-lieux qui étaient portés soit par des collectivités, soit de manière associative, ou soit par du privé. Et donc, on a organisé une réunion où on a mis tout ce petit monde autour de la table. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et finalement, ils se sont retrouvés plein de points communs, plein de problématiques en commun, plein de sujets qu'ils ont eu à partager. Et du coup, sur une réunion, je pensais qu'elle allait durer 1 heure, elle a duré 3 heures. C'est la rançon du succès, ça. C'est la rançon du succès. C'était bien parti. Et à la fin, ils se sont dit, c'est super, vous nous avez fait rencontrer la chambre de commerce, c'est génial, mais on veut aller plus loin. Et donc, on a commencé à se poser la question, comment on allait structurer ça, et ainsi de suite. On s'est un peu inspiré de ce qui existait dans d'autres filières, qui étaient un peu les idées de club hôtelier. Donc sur lequel on dit, on va faire ça, on va essayer de créer un club de tiers-lieux tarnais. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de Coworking Tarn, avec une idée de finalement porter au niveau tarnais la visibilité, la voix de ce qu'est un tiers-lieu, de ce qu'est le coworking, ce que propose un tiers-lieu, et du coup de fédérer derrière soi, par ce label, des tiers-lieux dans le département. Des tiers-lieux qui avaient, quoi qu'il en soit, et on en parlera sans doute tout à l'heure, une faible zone de chalandise, on le sait. Et donc du coup, ça leur a permis de monter un cran en termes de communication, d'avoir leur communication locale et une communication départementale. Lilian, peut-être pour fixer les idées, peut-être tu peux nous donner le nom de ces lieux et peut-être leur situation dans le temps. Oui, alors c'est vrai que la vie d'un réseau fait qu'il y a toujours des entrées-sorties. Et ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on est toujours resté, malgré les sorties et les entrées, à 7 tiers-lieux. Donc on est monté à 8, mais on a toujours une stabilité avec des gens qui sont là depuis le départ.
Donc, allez, on va vous les faire. Pour ceux qui connaissent un peu le département de Tarn, vous verrez aussi la répartition géographique qui est quand même très intéressante. Donc, le tout nouveau, qui est porté par la communauté de communes du Ségala Carmosin, qui est les Tisserins à Carmaux. Ensuite, on a donc porté par une collectivité, Bureau Club à Albi, donc tiers-lieu privé. On va retrouver à Rabastens le Prévert, donc plutôt une logique associative. Un très très joli tiers-lieu. Un très très joli tiers-lieu. Ici, il passe beaucoup de choses très très intéressantes. J'ai oublié à Gaillac la Grappe by Granilia, qui est là aussi portée par une collectivité. Ensuite, on va descendre dans le sud du département, on va retrouver les ateliers, qui est maintenant le 22. Et ensuite, on va retrouver un tiers-lieu qui est à Mazamet, un magnifique tiers-lieu, qui est dans l'ancienne Banque de France de Mazamet, qui est le Capitole. Très bien. Bon, donc 7 tiers-lieux, c'est ça? 7 tiers-lieux. Tu me confirmes. Peut-être parler des spécificités de ce réseau. On était parti sur un réseau de coworking, je pense que c'est un petit peu l'historique. Et ensuite, tu m'as dit, ben non, ça a changé, ça aussi. Et c'est devenu quelque chose d'un petit peu différent. Je vous remets dans la perspective de 2014. On n'avait pas beaucoup de mots pour expliquer le concept. Donc on a un problème de terminologie. On a pris un raccourci. Déjà le mot tiers-lieu, il existait à peine, on ne savait pas trop ce qu'on allait mettre derrière. Donc nous, on a pris un raccourci qui était autour du coworking. Mais on ne peut pas comparer un coworking qui se passe en milieu urbain à un coworking qui se passe en milieu rural. La problématique est complètement différente et on ne vient pas chercher la même chose. Donc c'est vrai qu'on a mis derrière nous ce mot coworking, on avait 3 cibles. On a toujours 3 cibles, on a même 4 cibles, pardon. Le coworker, vraiment dans sa définition la plus pure, mais surtout on avait une cible autour de l'indépendant. L'indépendant qui travaille de chez lui et sur lequel on voulait lui permettre de rencontrer du monde, de façonner son réseau par le biais du tiers-lieu, l'aider à sortir et l'aider à sortir de l'isolement. On avait le télétravailleur salarié et enfin ce qu'on va appeler le télétravailleur ou le travailleur nomade. Quelqu'un qui est là en déplacement, ainsi de suite, et sur lequel on a bâti tout ça. J'en profite aussi, un des points aussi à la création du réseau, c'est qu'on a mis en place une charte de service pour que chaque membre du réseau réponde à chaque point de cette charte. Alors pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce qu'on voulait qu'il y ait un niveau de service équivalent dans chaque tiers-lieu, que ce soit le minima pour rentrer dans le réseau. Je pense que c'est un élément qui est important auquel on avait beaucoup réfléchi, parce que c'est vrai qu'on voulait se retrouver dans une situation aussi où on ne voulait pas non plus que des gens qui allaient, j'exagère volontairement, faire un tiers-lieu dans un garage puissent postuler au réseau, ainsi de suite. On considérait qu'il devait y avoir un minimum de prestations communes. D'accord, donc en quelque sorte un label. Un label pour ce réseau, comme on verra tout à l'heure avec je reviens vraiment sur ce parallèle avec l'hôtellerie. On est vraiment parti sur une logique de label, pas loin d'un label hôtelier, en disant il faut ça, 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 ça. D'accord. Donc une charte pour qualifier ces tiers-lieux. Justement, comment devient-on membre donc, de ce réseau de tiers-lieux? On devient de plus en plus exigeant avec l'âge, ça. mais non. À aujourd'hui, effectivement, on a mis en fait 3 filtres. Le premier filtre, c'est déjà que le tiers-lieu réponde au minima de la charte, ce qui a aujourd'hui les fondamentaux. Le deuxième filtre, c'est moi qui vais faire une première visite du tiers-lieu, où j'échange avec les personnes. Je vois qu'on a les mêmes objectifs, parce qu'on s'est rendu compte avec le temps aussi que pour qu'un réseau fonctionne, il faut que les gens aillent tous dans le même sens, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dernier point, après, c'est un vote et une cooptation de la part des autres membres. On reste dans une logique qui est très club, où aujourd'hui, effectivement, il faut passer ces 3 étapes pour être membre du réseau. D'accord. Et peut-être parler donc des spécificités de ce réseau. Donc, comment on pourrait le caractériser, ce réseau de tiers-lieux? Alors, le réseau, déjà, il est complètement hybride et c'est ce qui fait sa force. Entre les problématiques de collectivité, les problématiques associatives et les problématiques de retour sur investissement d'entreprise, aujourd'hui, c'est ce qui fait sa force. On se rencontre assez régulièrement, ces temps-ci, pas assez, mais ça c'est ma faute en tant qu'animateur. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est avant tout une mutualisation de communication et être dans une logique de vulgarisation de ce qu'est un tiers-lieu, de ce que peut amener un tiers-lieu. Valoriser chacun des tiers-lieux, donc vraiment une logique de communication. Deuxième point, comme je fais ce matin,
la CCI assure une logique de représentation du tiers-lieu, du réseau, pardon, et donc de l'ensemble des tiers-lieux. Et ensuite, on a mutualisé des outils de communication et ainsi de suite, jusqu'à un point où même la CCI fait aujourd'hui les avances de frais pour le réseau. Et ensuite, en fin d'année, on fait les factures rectificatives. Donc, c'est-à-dire que vraiment, la CCI du Tarn, et je remercie le président Bossy, qui était à l'époque et qui est toujours actuellement le président de la CCI, de m'avoir suivi dans cette aventure, parce que quand je suis arrivé en bureau pour les présenter ce qu'on allait faire, un réseau de tiers-lieux, la première fois, il m'a dit: tu reviendras une deuxième fois, on n'a pas tout compris. Donc, je vous remets 2014, hein, c'est quand même assez loin. Et aujourd'hui, voilà, on a quelque chose qui perdure, sur lequel on n'a jamais voulu remplacer la communication des tiers-lieux. On a bien dit qu'on était là en complément. Et c'est une logique de millefeuille. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, de la logique de millefeuille, qui n'est pas automatiquement un millefeuille administratif, des fois c'est compliqué, mais un millefeuille de communication en fonction de cible, c'est assez intéressant là par contre. Ça va faire l'objet de la deuxième partie de cette table ronde. Et ben, je crois que tu as fait des progrès, ou c'est nous qui avons fait des progrès, mais je pense qu'on a à peu près compris ce qu'était le réseau Coworking Town. Je vais peut-être passer la parole à Annie pour qu'elle nous parle de le deuxième intervenant. Ben, peut-être, donc du tas. Nous allons peut-être aller dans le commerce tout en restant en Occitanie. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le commerce, il y en a, et je suppose qu'il y en a à distance. Donc vous allez me dire, hein, Julie et Émilie, c'est la partie sud-ouest de la Haute-Garonne qui va du sud de Toulouse jusqu'aux Pyrénées. C'est à peu près ça. Je ne suis pas bonne en géographie, mais le commerce, c'était quand même un petit peu plus facile que d'autres territoires dans cette grande région. Donc, Julie Talbot et Émilie Flambeau, déjà, je vais peut-être vous laisser 2 minutes ou 1 minute pour vous présenter vos tiers-lieux. Et ensuite, on va attaquer le vif du sujet, effectivement, par rapport au réseau de tiers-lieux du commerce. Okay. Julie. Alors, je ne sais pas si on va faire 1 minute à 2 ou 1 minute chacune. On va essayer d'être brève. Donc, Julie Talbot, chef de projet de la Maison de l'Avenir, donc à Saint-Gaudens, capitale de la Haute. Non, je plaisante. Du commerce. Capitale du commerce. Donc, la Maison de l'Avenir, c'est un tiers-lieu qui a été cofondé en 2015 par 4 associations, 4 personnes morales, que sont la MJC de Saint-Gaudens, Affidel qui fait de l'insertion de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, donc tout ce qui va être médiation active pour l'emploi, BGE qui fait de l'accompagnement à la création reprise d'entreprise, et les Jardins du Comminges, association, maintenant société coopérative d'insertion par l'activité économique autour de maraîchage bio et d'entretien rivière-espace naturel. Pourquoi je prends le temps de présenter les cofondateurs? Pour dire qu'on était déjà un écosystème coopérant et qui avait envie de travailler ensemble. Et que le constat que l'on a partagé, c'est qu'on travaillait mieux ensemble et qu'en tout cas, on avait vraiment envie d'aller plus loin. Donc, on a créé ce tiers-lieu en 2015. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'intégralité des services, mais on va dire l'ADN quand même de ce tiers-lieu, c'est d'être à la fois sur le pouvoir d'agir des personnes et le développement d'une économie responsable sur le territoire comminges. Étant bien entendu que pour nous, les deux sont indissociables, et qu'on ne peut pas développer sereinement un territoire si on ne prend pas soin des personnes qui y vivent. Bon, voilà, ça c'est pour présenter rapidement la Maison de l'Avenir. Et donc, je suis venue avec Émilie de la Cafetière. Donc, la Cafetière, c'est un tiers-lieu culturel. Alors, c'est intéressant parce que dès le départ, quand vous avez présenté les 3 grandes familles de tiers-lieux, nous, on ne se reconnaît pas du tout là-dedans, mais on est quand même un tiers-lieu. Et c'est pour ça qu'on avait voulu apposer derrière le mot culturel. Parce qu'il y a toute une diversité, on y reviendra, de tiers-lieux finalement. Donc la Cafetière, elle est née il y a 2 ans, l'association, et le lieu a ouvert l'année dernière, est porté par une association, donc des amis d'enfance. Et c'est vraiment une perspective, on va dire, villageoise. Et c'est pour ça que, oui, le coworking, les espaces partagés, etc., tout ça nous intéresse fortement. Mais la base de l'histoire, c'est vraiment être au cœur du village, créer, aider, participer au lien social, à l'intergénérationnel. Et donc, c'est une aventure humaine, d'amis, quoi, aussi. C'est important de le dire. Donc, il y a
pas forcément cette visée professionnelle au départ. Et puis finalement, on voit que on se prend au jeu du développement territorial aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Alors effectivement, tu as raison, Émilie. On va rajouter en fait les tiers-lieux culturels et on va même pouvoir rajouter les tiers-lieux nourriciers dont on parlait, qu'on évoquait tout à l'heure à l'autre table ronde et qui sont aussi en train d'émerger et sur des problématiques là aussi du faire ensemble mais autrement. Le tiers-lieu du Comminges, le réseau des tiers-lieux du Comminges, vous allez nous raconter un petit peu l'histoire. Je crois que la démarche est assez récente. Donc, qu'est-ce qui a prévalu en fait à l'émergence de ce projet de réseau ? Donc oui, l'idée de ce réseau, alors qui est finalement informel encore, est née il y a un peu plus d'1 an en fait entre 3 acteurs, donc la Maison de l'Avenir, la Cafetière et les idées sont dans la Grange à Barbazan, qui est plutôt vers Luchon, épicerie solidaire, voilà, espace de travail, etc. Et donc l'idée c'était, je regarde un peu les notes qu'on a faites, c'était voilà, un constat partagé en fait de nombreux acteurs sur le territoire qui œuvrent dans différents secteurs et qui ont différents services. Et voilà, comment chacun, avec son regard et son apport différent sur le territoire, voilà, peut participer finalement au développement économique. Et il y a cette vision voilà, dont on vient de parler, c'est-à-dire une vision élargie, effectivement, dans notre groupe. On a aussi bien des épiceries solidaires que des tiers-lieux nourriciers, qu'une ressourcerie de décor artistique, que nous, on est un peu un bar associatif, voilà, qu'un centre à Saint-Gaudens qui est voilà, sur différents services aussi, plus aussi urbains. Donc voilà, on avait vraiment envie, et on a envie de garder cette diversité et finalement, et tiers-lieu, qui se dit tiers-lieu quelque part, ou voilà, comment ça fonctionne en fait. Oui, ça a été notre première démarche. Alors, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a une diversité, il y en a de plus en plus des tiers-lieux. Et notre première démarche, c'était de se dire, en fait, on ne se connaît pas. Donc, on s'est réunis à 3. Alors, c'était marrant, on a sorti la carte du Comminges et on a dit, bon, alors, toi, tu connais qui ? Toi, tu connais qui ? Et on a posé des punaises sur la carte et on a dit, OK, on se retrouve dans 1 mois. Et dans 1 mois, on a contacté tout le monde. Et déjà, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de s'identifier, de se connaître, de se reconnaître, même pour certains. Et puis, on s'est très vite affranchi de la question des tiers-lieux parce qu'effectivement, ça peut être un label. Et on s'est dit ce qui nous réunissait, c'était quand même la notion de service hybride, donc plusieurs services. On n'est pas sur un mono-service. Et une dimension, quand même, lien social, ouverture sur le territoire. Et donc voilà, donc on est parti avec nos petits bâtons de pèlerin à la recherche de tous les lieux. On s'est donné rendez-vous 1 mois et demi après. On était 15. 15 structures. Alors des projets émergents, des projets en activité, des projets portés par des collectivités, des projets portés par des collectifs informels. Enfin, c'était très riche. Ce qu'on a retenu, c'est que le besoin exprimé, partagé par tous, c'était le besoin de monter en compétence sur des choses très précises. Le besoin alors d'être visible, de gagner en visibilité, l'envie de faire des choses ensemble, en se disant avoir une action concertée. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, sur le réseau de tiers-lieux Occitanie, où c'est les mêmes besoins qui sont exprimés. Alors sur le réseau des tiers-lieux Occitanie, on est plus sur des tiers-lieux existants. Pour autant, le besoin de monter en compétences, de structurer, de s'organiser, de travailler ensemble, on voit que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle très locale, finalement, ce sont les mêmes besoins. Donc c'est intéressant du coup que nous on puisse être aussi labellisés, comme ça on crée de la porosité, on fait du lien entre ces réseaux. Et puis voilà, sur les besoins exprimés, je regarde ce qu'on avait noté, mais c'est ça. Ah oui, puis quand même le besoin de se soutenir, de s'entraider, c'est-à-dire d'être vraiment une structure d'appui. Voilà. Et ça, c'est peut-être la chose un peu qu'on apporte aussi, c'est d'être en appui aux projets émergents. On est très sollicité par les porteurs de projets qui ont besoin de rencontrer des pairs, et du coup, ça nous occupe pas mal. Voilà, tu veux dire comment on s'organise peut-être ? Oui, alors rapidement, effectivement, pour l'instant, on n'est pas encore très
très formel au niveau charte, etc. Mais c'est très intéressant de voir en fait comment chaque réseau se structure et quels sont les critères utilisés. Pour l'instant, nous, on est plutôt sans critères, mais voilà, à voir où ça va nous mener aussi. Donc on accueille aussi bien des structures que des individus voilà, intéressés, on va dire, par les tiers-lieux, avec un projet ou pas. Et donc il y a cette idée voilà, d'ouverture, pour l'instant sans contrainte. Et voilà, on se retrouve à peu près tous les 2 mois. On change de lieu aussi pour pouvoir aussi découvrir voilà, les autres lieux, l'environnement. Finalement, c'est voilà, le Comminges, alors je ne saurais pas dire la superficie, mais bon, il y a des endroits où on ne va pas tous les jours et effectivement, on découvre aussi notre territoire par ce biais. Et donc là, lors de la dernière réunion, on a acté voilà, le fait de travailler en gouvernance partagée et de pouvoir mettre en place des commissions de travail. Donc pour l'instant, il y en a 4. Et, voilà, et chaque structure a pu, via ces individus, se positionner pour pouvoir travailler voilà, entre ces rendez-vous plus grands, parce qu'on est en général entre 12 et 15, 20. Donc avoir des commissions de travail pour avancer aussi bien voilà, sur la formation que la vie du réseau, que sur de l'événementiel commun et sur la communication. Voilà, c'est les 4 premières commissions. Merci beaucoup. Ce que je note au travers de votre témoignage, et je pense qu'on va le retrouver auprès de tous les acteurs tiers-lieux, et tu le disais Lilian, quand on se réunit voilà, dans une salle, quand on est acteur pour ou dans un tiers-lieu, l'envie qu'on a, c'est effectivement de se retrouver, d'aller plus loin et surtout de faire ensemble. Voilà. Et je pense que c'est un des points communs qu'on retrouvera au niveau des réseaux. Tu parlais, Julie, en fait, des nombreuses sollicitations dont vous faites l'objet. Alors, j'imagine tous les membres et peut-être plus spécifiquement donc la Maison de l'Avenir. Donc, aujourd'hui, il me semble qu'il y a un programme national dont vous êtes lauréat, dans le programme Fabrique de territoire intégré dans le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens, lancé depuis 2019 par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Est-ce que c'est l'un des rôles en fait attribués aux fabriques de territoire, et est-ce que voilà, ça vous apporte des solutions, mais aussi plus de visibilité et donc plus de demandes? C'est ça. En fait, c'est Fabrique de territoire, donc c'est une mission que nous confie l'État d'être lieu ressources, pôle ressources pour les projets, alors pour les projets émergents ou pour les projets lancés. Voilà, donc par contre, il n'y a pas de commande formelle d'animer ou de co-animer un réseau de tiers-lieux. Ça, c'est venu un peu voilà, spontanément. Mais oui, c'est l'une des missions de Fabrique de territoire, d'être un lieu ressource. Donc effectivement, ça augmente les sollicitations. Et ça fait aussi partie des choses qu'on est en train d'organiser. Mais je sais, pour avoir eu cet échange avec l'altropisme ou avec les imaginations fertiles, qui sont... voilà, que eux ont peut-être un peu d'avance sur nous. Eux ont vraiment formalisé les choses pour accueillir les nouveaux projets, parce qu'effectivement, on est très, très sollicités. On a accueilli des gens de l'Ariège, du Gers, des Hautes-Pyrénées, donc des départements limitrophes. Voilà, donc ça prend du temps. Oui, bien au-delà donc du Comminges. Les fabriques de territoire sont, je crois, aussi organisées en réseau régional et un réseau national. Oui. Donc là aussi, il y a tout un intérêt, un enjeu en fait pour vous d'être membre de ces réseaux. Oui, alors il y a des partages d'expériences réguliers. Comme c'est relativement nouveau pour nous et que j'ai pas eu le temps de m'investir complètement dans ce réseau national, mais oui, il y a des apports d'expérience, il y a aussi beaucoup de communication, beaucoup de recherche. Ils sont dans la même démarche de structurer, d'apporter du contenu sur la question juridique au sein des tiers-lieux, des questions qui nous animent tous. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas, peut-être au niveau technique, c'est vous qui suivez s'il y a éventuellement des questions dans le chat. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé en introduction. Voilà, si vous avez des questions, on aura... peut-être qu'on peut les faire si le co-animateur, Philippe, est d'accord. Peut-être en direct ou... Où est-ce qu'elles sont ces questions? Siliana. Attends, Siliana. Est-ce qu'il y a des questions? On va commencer comme ça. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Et en live, en Il n'y a pas de questions. présentiel.
Allez, on peut, Pas de on peut questions. continuer Nous parce qu'on dit-on a dans aussi un l'oreillette, timing donc on va continuer. Ouais, toi, tu vois le timing. 11h25. Ok, donc on va rester en Haute-Garonne si vous le voulez bien, mais on va élargir. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ah oui, bien sûr, Émilie, vas-y. Non, en écoutant, là, j'avais envie d'amener cette notion aussi de non-concurrence, en fait. Et cette idée, alors peut-être sur un réseau national, ça se pose moins, puisque forcément les tiers-lieux sont pas à côté. Et là, sur le Comminges, en fait, ce qu'on expérimente aussi, c'est ça, en fait. C'est comment être dans le don, dans la professionnalisation ensemble, et sans avoir peur et sans se sentir pris à défaut par un tiers-lieu qui va ouvrir. Nous, on a ouvert à 20 km de la Maison de l'Avenir. Un tiers-lieu sur Aurignac a ouvert à 1 km de chez nous. Donc voilà, comment aussi on travaille comme ça, et vraiment en coopération, et on allant chercher la spécificité des lieux, toujours au service du plus grand nombre et du territoire. Voilà. Merci, Émilie. Oui, et c'est... Du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Émilie. C'est un point qui est très important. Les zones de chalandise d'un tiers-lieu restent quand même très faibles. Donc, même dans une ville, je ne suis pas convaincu que 2 tiers-lieux touchent les mêmes personnes et soient vraiment en concurrence. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut se mettre vraiment ça en tête à aujourd'hui. Et je vais faire un petit erratum, j'ai oublié un tiers-lieu tout à l'heure, je vais me faire tuer. Voilà, donc, c'est la cellule à Cuc-Toulza. C'est vrai. Donc voilà, je tiens à le préciser. Ouais. Voilà. Avec un peu de chance, il va finir en cellule. Comme ça. Voilà, et oui, parce que c'était en fait, pourquoi la cellule? Parce que c'est une ancienne gendarmerie. Voilà, pour la petite histoire. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Mais, désolé, Lilian. non, voilà, mais c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est très très important. On imagine beaucoup une notion de concurrence entre tiers-lieux, sauf qu'elle n'existe pas. Au contraire, même, je dirais que plus les tiers-lieux sont proches, plus il y a une émulation. Oui, je crois, d'accord. Alors, peut-être on aura l'occasion d'en parler avec le réseau des tiers-lieux labellisés. C'est vrai que la région, dans ses critères de labellisation, a intégré un périmètre pour veiller effectivement quand même à cette question liée à la concurrence. Le périmètre, je crois, il est de 20 minutes en voiture entre 2 tiers-lieux, et bien sûr appréciable en fonction de la géographie et de l'accessibilité des territoires. Mais je vous rejoins sur l'idée qu'il y a aussi une émulation, et que finalement chaque tiers-lieu, moi j'ai tendance à dire en fait, à sa couleur. Et quand on est ou un coworker ou un télétravailleur, on peut naviguer dans plusieurs tiers-lieux, mais il y en a qui nous parlent plus que d'autres, en fait. Juste peut-être avant de passer à l'autre intervenante, parce que c'est vrai. Excuse-moi Annie, je te coupe la parole, mais on m'a dit que j'étais là pour un peu mettre les pieds dans le plat, alors j'en profite. Peut-être juste un mot pour caractériser votre réseau. Et si vous n'en avez pas, je peux vous en proposer un, c'est pas une colle. Carrément, en fait, tu fais les questions et les réponses. Je vous propose proximité. Est-ce que ça vous va? Ou vous avez le droit d'en prendre un autre? Adopté. Bon, en attendant mieux. Mais du coup, vous pouvez réfléchir, parce que je pense qu'il va poser la question à chacun d'entre vous. Donc, commencez à chercher un mot. Merci Philippe, c'est ton côté joueur, on apprécie. On reste en Haute-Garonne, je disais, et on va passer à l'échelle différente. C'est le thème de cette table ronde. Donc, avec toi, Isabelle Hardy, donc aujourd'hui parmi nous en tant que vice-présidente du conseil départemental. Je ne reviens pas sur tes missions. Philippe a fait ça très bien tout à l'heure. Ce qui est super, c'est que le département de la Haute-Garonne s'intéresse au sujet des tiers-lieux depuis de nombreuses années. Je voulais partager quelques chiffres avec vous, et puis peut-être avec toi Isabelle. J'imagine que tu les as déjà. Moi j'aime bien les chiffres, donc j'en remets une petite couche. Tout ça pour dire que le département de la Haute-Garonne, sur l'ensemble des 13 départements de la région Occitanie, est le département le plus loti, je ne vais pas dire le mieux, en nombre de tiers-lieux. Alors, ils sont déjà 24 dans le réseau des tiers-lieux labellisés par la région Occitanie, répartis sur l'ensemble de la Haute-Garonne. Mais dans le recensement que nous avons fait au niveau de l'Agence régionale de développement économique, on va pouvoir en rajouter 80
tiers-lieux supplémentaires. Donc certains sont déjà existants mais pas encore labellisés. Et puis de nombreux projets, près de, je ne veux pas dire de bêtises, mais près de 30% en fait sont en réflexion, en émergence, en cours de création. Donc ça nous donne un nombre de tiers-lieux. Si je suis bonne là de bon matin, donc ça fait, enfin bon matin, plus d'une centaine, en fait 104 tiers-lieux. Ouais, j'ai pas fait l'addition hier soir, donc forcément 104 tiers-lieux en fait sur l'ensemble de la Haute-Garonne. Après ce constat, voilà, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu expliques ces chiffres en fait, de cette dynamique et de cette émulation en fait, au niveau de la Haute-Garonne et si oui, par quoi? Bien, écoutez, bonjour, oui, c'est dur pour démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, par quoi je l'explique? Je l'explique par le fait que c'est la preuve que les territoires sont vraiment une force d'innovation collective. Et on le voit sur beaucoup de sujets, mais sur celui-là aussi, et d'innovation collective pour répondre en fait aux transitions dont on a déjà parlé dans la première table ronde, mais écologique, économique, démocratique, sociale. Et finalement, ces tiers-lieux tentent de répondre, et on l'a vu, hein, notamment sur la présentation des tiers-lieux du Comminges, tentent de répondre par la créativité, par l'innovation, par le lien social, à ces défis en fait de crise écologique, sociale notamment. Donc effectivement, moi je l'explique en partie pour ça, et bien sûr le conseil départemental, enfin je dis bien sûr, mais non parce que tous les conseils départementaux n'accompagnent pas les tiers-lieux. Je crois qu'en région Occitanie, on est seul pour l'instant. Mais depuis 3 ans, le département effectivement a décidé d'accompagner les tiers-lieux. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur l'accompagnement par le département? Oui, d'abord pourquoi, et c'est la raison pour laquelle j'espère que d'autres départements développeront ces politiques-là, parce qu'un département a un rôle d'aménageur du territoire. On est garant, enfin on essaie d'être garant de la solidarité aussi territoriale. Alors dans mes fonctions, il y a un mot qui fait marrer tout le monde, qui est celui de desserrement, mais économique, mais il a du sens. Finalement, c'est de se dire que pour que la métropole, effectivement, soit un avantage, il faut qu'elle soit source de partage de richesses, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est effectivement... le département a ce rôle-là. Donc depuis 3 ans, on a décidé d'accompagner les tiers-lieux. Aujourd'hui, ce sont, je crois que c'est 13 tiers-lieux. Alors je dis je crois, mais j'ai révisé mes chiffres. Mais comme je suis, j'allais dire jeune élue, pas du tout, parce que je ne suis pas jeune, mais je suis nouvellement élue au conseil départemental. Donc effectivement, l'idée c'est d'assurer un maillage fin du territoire. Aujourd'hui, ce sont 13 tiers-lieux qui sont accompagnés financièrement, mais au-delà, ce sont 40 projets qui bénéficient de l'ingénierie du département, parce qu'il n'y a pas effectivement que l'aspect financier, mais aussi l'aspect accompagnement en amont aussi, les porteurs de projets, et puis tout au long de la construction. Donc aujourd'hui, on intervient soit en aide financière, je l'ai dit, mais c'est de l'investissement, mais aussi, je pense que ce qui est assez rare, c'est aussi en fonctionnement, puisque effectivement, on sait bien effectivement d'intervenir en investissement, mais ensuite, en termes d'animation de vie, c'est pas parce qu'effectivement on a construit un tiers-lieu que c'est terminé. On intervient aussi en matière de maîtrise d'ouvrage public pour les EPCI et pour les communes, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'en matière de développement économique, depuis la loi NOTRe, le département n'a plus la compétence puisque c'est la région, mais pour autant, dans certains cas, les EPCI peuvent déléguer une certaine compétence au département. Et puis, on a aussi de la maîtrise d'ouvrage privé ou pas sur les tiers-lieux qui relèvent de l'ESS, puisque là aussi, le département a décidé de développer une politique assez volontariste et, en matière d'économie sociale et solidaire, parce que je crois qu'il est dans notre rôle aussi, nous les collectivités, d'accompagner des modes de développement plus vertueux.
Bon, je crois que c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais finalement, les tiers-lieux sont aussi une réponse à cette évolution. Et aujourd'hui, on accompagne alors des tiers-lieux dans différents domaines, finalement peu en matière économique, mais ça a été dit en matière des tiers-lieux qui sont spécialisés en ESS. Je pense à la ruche des transitions à la Hage, qui est de propriété de l'association des jeunes handicapés et qui fait de la sensibilisation à l'éducation, la formation, de l'insertion. Il y a aussi le Récupalis à Séguède, qui est une bibliothèque, mais aussi une ressourcerie. On a quelques lieux à vocation économique avec des espaces de télétravail et de coworking comme à Fonsorbe ou à Villefranche de Lauragais ou à Noé. Et puis on a des lieux finalement qui se développent beaucoup, social, culturel, puisqu'on accompagne effectivement la cafetière. Tu as aussi abordé les idées sont dans la grange à Barbazan, que l'on accompagne aussi, mais il a été fait mention tout à l'heure par Anne-Claire Dubreuil du grenier à Castanet, du tiers-lieu à Aiguevive et un autre qui s'appelle Sous les Tilleuls qui est à Pauillac. Voilà. C'est pour dire qu'effectivement le département intervient. L'objectif, c'est d'intervenir sur l'ensemble du territoire et pour l'instant, on n'intervient pas sur le territoire de la métropole. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question. Une question. Philippe. J'entends parler donc d'accompagnement pour ces tiers-lieux. Est-ce que derrière cet accompagnement, vous avez une idée de réseau, puisque c'est quand même le sujet de. Alors je crois que vous allez vous faire gronder par Annie parce qu'elle va en fait. dire que vous anticipez la deuxième partie de la table ronde, non? Non, pas fort. Elle n'a pas le droit de me gronder. Pas fort. Je vais quand même dire que tu as anticipé parce qu'elle était stabilotée, c'était ma question. Ah bon, Suivante. alors je retire. Mais, non, La mais question- Non, mais c'est je veux super. bien. C'est super. C'est la Donc, transition. voilà, la transition. Donc, écoute, la question a été posée, donc voilà, vas-y. Avant de voir effectivement une complémentarité ou autre, je crois qu'on est en phase avec Philippe, voilà, sur le sujet. Ce qui nous intéressait dans ta participation à cette table ronde, c'est de dire non seulement il y a une politique en matière de tiers-lieux sur le département, et tu l'as dit, à notre connaissance, il n'y a pas d'autres départements en région Occitanie qui expriment de cette façon cette volonté, mais également, et je crois que ça rejoint les deux précédents témoignages, l'idée en fait de faire ensemble, elle se pose aussi à l'échelon départemental, et donc il me semble savoir que vous avez justement quelques réflexions pour peut-être pas construire tout de suite un réseau, mais en fait se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Oui, c'est ce qui a été dit d'ailleurs dans la première table ronde, avec la nécessité, puis là aussi, de faire ensemble, de créer du commun. En fait, pour l'instant, on ne se positionne pas en... Alors, on va se positionner finalement en facilitateur. Donc il y a un réseau effectivement qui existe, mais on n'a pas de label et il n'a pas de structure vraiment organisée. Pour autant, aujourd'hui, c'est une quarantaine à la fois de tiers-lieux et de porteurs de projets dont on a ressenti en fait le besoin de se connaître, d'échanger, de mutualiser, de participer les experts, de mutualiser les compétences, et je crois que c'est ce que vous avez aussi, vous êtes dans la même démarche. Donc le rôle du conseil départemental, c'est effectivement de permettre ça, en faisant très attention à ne pas surcharger aussi, et je pense que la question de la complémentarité des réseaux, elle va venir, puisque effectivement les tiers-lieux peuvent appartenir à différents réseaux, donc c'est comment effectivement on fait en sorte d'être complémentaires, mais de créer, voilà, de faire ensemble, et nous on peut être facilitateurs. On a déjà eu cette expérience alors en pleine crise sanitaire. Donc il y a eu en fait un webinaire qui a été organisé autour avec 40, moi j'étais pas là à l'époque, mais j'imagine que vous y aviez participé, où visiblement il y avait eu un bon retour avec 40 porteurs de projets, et l'idée en fait c'était ça. Et ce qu'on a envie de proposer, c'est peut-être une fois par trimestre des rencontres physiques, des ateliers, voilà, c'est vraiment cette connaissance et ce transfert en fait parce qu'on a tous, on est dans notre dans notre milieu, dans la tête dans le guidon, et voilà. Donc nous, notre rôle, il est plus de facilitateur. Et ensuite, dans les projets aussi, c'est aussi de se dire que, et là aussi, il y a peut-être des pistes de mutualisation par rapport à d'autres réseaux. C'est de la formation que l'on veut apporter aussi aux tiers-lieux que l'on accompagne, voilà, sur des thèmes divers et variés. Donc là, c'est aussi des pistes, à mon avis, de complémentarité. Merci beaucoup. Donc, on va peut-être passer à l'intervenante suivante parce qu'on est un peu pressé par le temps.
Christelle Mathieu, donc on va passer à l'échelon de la région. Là, attention, on change d'échelle. Juste quelques mots pour présenter, mais vous allez le faire mieux que moi. C'est un label donc, qui a démarré un petit peu cette affaire de réseau d'Occitanie. Donc un label qui a été créé par la région en 2018. Donc la région qui décide de labelliser les tiers-lieux qu'elle voit en émergence. Et donc, suite à différents appels à projets, va se structurer donc, ce réseau donc, de tiers-lieux labellisés, dont ADOC va avoir l'opportunité d'animer. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont justement ces critères de labellisation et puis surtout, comment anime-t-on ce réseau de tiers-lieux labellisés d'Occitanie ? Merci Philippe pour avoir résumé l'historique, parce qu'effectivement, le réseau est à la fois très grand. Aujourd'hui, c'est 112 structures labellisées, et puis en même temps, il est très jeune. Il a été lancé fin 2019. Voilà, il a été baptisé fin 2019. Donc l'acte 1, effectivement, c'est la labellisation proposée par la région. Alors les critères sont assez simples en fait. Il s'agit d'avoir un noyau dur de services communs, que ce soit un accueil physique, des horaires identiques, évidemment des connexions Internet qui fonctionnent. C'est minimaliste, mais oui, il faut quand même le préciser. Des postes de travail individuels, des services mutualisés. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais bon, vous aurez tous compris. C'est l'imprimante, c'est tout ce qu'on peut avoir, le courrier dans certains tiers-lieux, etc. Et puis, des espaces partagés conviviaux. Voilà. Donc, on a ce tronc commun-là qui est vraiment le squelette, j'allais dire, de ce qui permet la labellisation. La population adressée, c'est effectivement l'ensemble des collectivités, notamment les EPCI, les associations, comme l'a dit Isabelle, toutes les structures qui sont dédiées à l'ESS peuvent candidater à la labellisation. Ça se termine à la fin de l'année là, pour le premier cycle. Donc l'acte 1, c'était ça. Ça permet évidemment de valoriser, de donner de la visibilité à ces tiers-lieux, d'harmoniser le maillage territorial aussi. Annie l'a souligné tout à l'heure, on est quand même en observation, évidemment, de distance qu'il peut y avoir et donc du temps qu'il faut pour aller d'un tiers-lieu à un autre, pour proposer aux usagers plusieurs solutions, mais pas non plus une densité trop importante sur le même territoire. Donc la région observe ça, et c'est aussi une manière d'avoir une forme d'observatoire aussi de l'évolution de ces tiers-lieux. Et quand je disais qu'on en a 112, encore il y a 2 ans, on était à 70 membres. Voilà, donc il y a une croissance exponentielle. Et l'acte 2 était de leur proposer dans l'animation la possibilité de se réunir, donc à travers un réseau. Alors aujourd'hui, on a plusieurs témoins et on va voir tout à l'heure comment ça se structure, parce qu'il y a plein d'échelles et ça fait poupée russe, effectivement. On peut être dans plusieurs réseaux complémentaires, il faut travailler ça. Mais aujourd'hui, la logique, c'est effectivement de proposer un programme qui permet aux tiers-lieux de se rencontrer. C'est la base d'un réseau, en fait, sortir de son isolement. Alors, l'isolement, ce n'est pas péjoratif ni négatif, mais tous, en fait, quand on anime et quand on manage des structures, on a besoin d'aller échanger de pair à pair. Et puis, en même temps, c'est aussi de proposer une autre dynamique complémentaire à ces échanges de pair à pair qui va permettre la montée en compétences des chargés de mission qui sont dans ces territoires et qui s'occupent de ça, de recevoir les usagers et qui vont avoir envie de progresser. Parce qu'on l'a vu, c'est des métiers hybrides qui ne sont pas encore finalement très cadrés, mais cadrés pas dans le sens où il faut cadrer, mais c'est simplement que quelquefois, il n'y a même pas en fait une fiche de poste qui correspond. Ça se crée en marchant. Voilà. Donc tout ça, c'est sous l'animation aujourd'hui de l'Agence de développement économique qui a lancé en fait cette première dynamique. Voilà. D'accord, donc si je résume, un souhait donc de se réunir, de faire en sorte que tous ces tiers-lieux puissent échanger sur leur thématique et leur mode de fonctionnement, et donc un autre axe qui est sur la professionnalisation des acteurs. Vous me disiez en préparant cette table ronde que c'était quelque chose qui était en démarrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un mot là sur cette professionnalisation de la filière qui est quand même quelque chose d'important. Voilà, je pense que c'est très important. Mais alors on a eu la grande et bonne idée de lancer ce réseau fin 2019, donc 3 mois avant quand même le premier confinement. Félicitations. Donc voilà, je pense qu'on a eu le nez creux là, c'est sûr. Mais enfin, imaginez un réseau aussi grand en plein Covid pour se réunir, ça a été quand même sportif. Donc je pense que la première année, on peut applaudir quand même tous les tiers-lieux qui ont joué le jeu, parce qu'il fallait à la fois être en
plénière en visio, et Annie en témoignera, ça a été quand même sportif. Créer du lien quand on est en Covid, bon, voilà. Mais on y est arrivé, et cette année, ça y est, on se voit en vrai, les gens se rencontrent. L'Occitanie, c'est très grand. Mais effectivement, on s'est structuré en groupe de travail, parce qu'un réseau, c'est de la co-construction. Voilà, c'est pas du descendant. C'est qu'est-ce que vous voulez faire et comment on peut vous aider à le faire. Donc, on a créé ces groupes de travail par thématique, et il y a effectivement un axe formation évident qui est ressorti. Et d'ailleurs, les témoignages aujourd'hui le prouvent. Hein, c'est vraiment indispensable. Et puis, comment ça se structure ? Ça se structurera, je dis au futur, parce qu'effectivement, on est en pleine dans la définition de ça, en 2 niveaux. C'est-à-dire que les tiers-lieux ont des compétences et qui peuvent eux-mêmes les partager avec leurs pairs. Donc, on peut faire un premier niveau de formation intra, en fait, ou inter, excusez-moi, je ne sais jamais comment on doit l'évoquer, mais voilà, entre eux, croiser les compétences, croiser les compétences, voilà, et ça, je trouve ça formidable, parce qu'effectivement, on apprend encore mieux quand on est dans le bain. Bien sûr. Puis après, on peut proposer un plan de formation plus pédagogique, plus méthodologique, avec des intervenants extérieurs qui vont venir, eux, apporter des éclairages différents sur des thématiques bien précises et sur lesquelles il y a des besoins identifiés en commun et choisis en commun. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est super, et on a hâte d'en savoir un peu plus lorsque vous aurez défini ces axes de professionnalisation. On est un petit peu pressé par le temps, donc je pense qu'on va quand même laisser un petit peu de temps au Fab Lab. Je vois que Antoine là, me fait des gros yeux. Annie, c'est à toi pour les Fab Lab. Oui, une introduction très, très rapide. Hein. Donc, on a effectivement invité Antoine Ruiz-Corletti du Rose Lab, mais aussi du Red Lab, donc un autre réseau historique en Occitanie. Il n'y a pas que dans le temps. Donc, peut-être nous expliquer l'émergence, effectivement, de ce réseau qui est historique et thématique. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc, le réseau des labs d'Occitanie, qui avant s'appelait la Fédération des Fab Labs d'Occitanie, a été créé en 2015. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Des Fab Labs. Et un Fab Lab, c'est aussi un outil de réseau. C'est un espace de fabrication partagé où on va mettre à disposition de tous des machines, des outils, des savoir-faire. Et surtout, c'est là où on va faire réseau, on va faire ensemble. C'est inscrit dans notre ADN, et le premier des réseaux, c'est celui qu'on va retrouver dans son lieu. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on va le retrouver aussi sur d'autres échelles, c'est-à-dire dans l'échelle de la ville. Là, on va parler de la Fab City Toulouse. Vous allez voir, je vais parler de beaucoup de réseaux. Parce que nous, ce qu'on sait faire, c'est faire des réseaux et faire ensemble. Donc Fab City Toulouse, là, on est en co-construction pour faire un Fab département sur l'échelle départementale. Et après, il va avoir la question de la région. Et donc là, c'est le Red Lab, ce réseau qui a été le premier à émerger en 2015 et qui est constitué sur 2 points. Le premier, c'était pour répondre à l'appel à projet de la région Occitanie qui s'appelait Fab Région, qui a un autre concept, c'est comment on crée tous ensemble une région qui soit plus agile, plus résiliente, plus durable et qui soit basée sur une économie collaborative. Il y a celle-ci, et après, il y a le réseau national. Et là, c'est le réseau français des Fab qui s'est aussi construit en 2015. Toutes ces échelles-là, on les retrouve aussi mondialement avec la Fab Foundation, qui est celui qui nous porte tous, ou avec d'autres entités comme France Tiers-Lieux, etc. Donc, quand je dis qu'on sait jouer sur les échelles, c'est pas mentir que moi, par exemple, le matin, je peux me retrouver sur des réunions quasiment internationales, jusqu'à au plus bas, le soir, être en apéro avec ma communauté et continuer en fait à mailler des compétences et des savoir-faire et de les faire transfuser sur les échelles. Le Red Lab, son deuxième point, c'est d'être basé sur une autre forme. On a un réseau d'acteurs. Et ces acteurs-là, ils sont basés sur à la fois du formel et de l'informel. Et c'est ça qui fait notre force, et c'est ça qui permet de faire changer un peu nos façons de faire réseau. C'est que on va se retrouver dans des lieux différents, on va les visiter, on va aller se rendre compte, et on va partager d'abord une visite, un repas, et c'est des moments conviviaux, mais qui sont tout aussi importants que ce qu'on va traiter après, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir confiance, de se connaître, de s'appeler, et d'aller très vite quand on doit se professionnaliser. Et l'après-midi, souvent, c'est un moment un peu plus formel. Là, on est en groupe de travail qui ont été définis tous ensemble, et on va travailler sur des points et on va les valoriser en commun. Sur le mode de gouvernance, on s'est beaucoup cherché. Au début, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab, qu'est-ce que c'est pas un Fab Lab. Quand j'ai énoncé le premier nom, au début, on était une fédération, après on était un réseau. Et ça a été un moment fondateur de savoir à peu près ce qu'on était, pour à la fin arriver à dire, il faut dépasser ça. On n'est plus que des Fab Labs, on est des espaces du faire, des espaces qui font ensemble, on n'est plus qu'un réseau, on n'est plus qu'une fédération, on est là. Donc on n'a pas de critères.
Et en même temps, on a un socle commun qui est basé sur l'interconnaissance. Sur le mode de gouvernance, comme je disais, en fait, on est en collégial. Par exemple, là, ici, il y a Bénédicte Amic de Créatech, qui est notre trésorière, mais aussi notre représentante, normalement, un peu plus politique. Moi, je suis celui qui porte plutôt le concept de Fab Région. Il y a Menzo de Winter, que vous avez vu ce matin, qui est sur la partie un peu plus comptable, etc., et qui représente Montpellier, etc., etc. Et c'est ce qui nous permet d'être dans une nouvelle forme de faire réseau, parce qu'on est tous au même niveau, et d'un coup, on peut se retrouver avec d'autres compétences, d'autres personnes, etc., mais avec le même message. Et le dernier point, après, quand je vois en fait un peu l'assemblée qui est là, je vois en fait tous mes partenaires qui font aussi le Red Lab. C'est-à-dire qu'il va y avoir Annie, Christelle qui sont avec nous, avec Adoc. On va échanger, on va faire ensemble, on va mutualiser sur le réseau des tiers-lieux labellisés. Je vois Louis qui est avec moi sur la partie RINOC, sur l'inclusion numérique, qui est un des autres sujets où on est. Je vois Marc Lager qui est là-bas, où on se retrouve sur les apéromakers, sur l'échelle nationale, sur un document et très informel, etc., etc. Et en fait, nous, ce qu'on sait faire, c'est assembler, communiquer et faire ensemble. Merci beaucoup. Bon, voilà, on essaie de tenir un petit peu le timing. Là, donc, oh non, on l'a explosé là déjà. On est bien. Alors, je crois qu'on avait un premier objectif qui était de faire connaître ces différents réseaux. Je crois que cet objectif est atteint. Hein. Je suis assez heureux et je pense que beaucoup doivent l'être de connaître l'ensemble de ces réseaux. On ne connaissait pas cela. On avait prévu peut-être une question sur qu'est-ce que les réseaux pourraient obtenir ensemble. Je ne sais pas si on va pouvoir en parler. Non, ou on alors, ça pour une prochaine fois. Non, dit Louis, mais je crois quand même. Déjà, tu as posé une question tout à l'heure. Donc, un mot pour qualifier vos tiers-lieux. Donc, je pense qu'ils ont eu le temps d'y réfléchir. Mais peut-être pour faire quand même synthétique, et puis Louis va nous annoncer la suite de cette table ronde, peut-être aussi très rapidement de dire en fait s'il y avait un seul sujet sur lequel il vous semblerait intéressant de travailler de façon collégiale, inter-réseau, on n'en est pas sur la forme ni quoi que ce soit, mais au moins sur un thème, sur un sujet, voilà, lequel serait-il? En un mot. Allez, on commence par Lyon. Un mot bateau, mais c'est aujourd'hui le résumé de tout, c'est le partage. Partager. C'est le partage à la fois des ressources, des connaissances, des expériences. Donc ça, c'est le sujet sur lequel tu aimerais travailler et en même temps, c'est le qualificatif du Coworking Town. Au Coworking Town, j'aurais plutôt maillage territorial, reprenant une casquette un petit peu plus maillage territorial chambre de commerce. Et partage. Isabelle? La complémentarité. Ouais. Quelle complémentarité? Pas mal. On n'a pas le temps de détailler laquelle. Donc, Julie et Émilie. Moi, je mettrais l'accent sur l'appui à la structuration des projets émergents. Structuration des projets émergents. Merci. Émilie? Oui, là, j'arrive pas à trouver le mot, mais il y a ce mot-là de... Voilà, c'est bien de se lancer et de commencer, mais sustainability, je ne sais pas comment dire. Pérennisation. Ouais. Structuration et pérennisation. Allez, oui, alors Christelle. Je décline en disant modèle économique du télétravail. Modèle économique, un très beau sujet. Et Antoine? C'est compliqué un peu, mais je pense qu'il y a un mot qui est revenu depuis le début, et je pense que ça a beaucoup de rails, c'est faire ensemble, et qui est la base de tout, et qui est un peu mon leitmotiv, je le dis tout le temps, et même trop. Donc, voilà. Et ça devient contagieux, je confirme. Merci. Donc on va céder la parole. Merci. En termes de conclusion, c'est Louis Salguero qui va nous parler du réseau des tiers-lieux. Il cherche un micro, mais il va le trouver. Sinon, on va lui donner. Voilà, c'est du direct, mais ça va se produire. C'est du direct, un peu technique. On essuie le micro parce que c'est important encore avec la pandémie. Et donc Louis, le mot de conclusion, notamment sur quelque chose que tu vas nous annoncer et qu'on est impatient de connaître. Très bien. Bon, merci à toutes et tous. Effectivement, c'était l'enjeu de donner une vision, la lisibilité aussi à ce panel de réseaux-là qu'on a sur notre territoire. Et voilà, à la mêlée aussi, on est l'un des tiers-lieux historiques, je crois, premier espace de coworking en dehors de Paris, qui s'est monté à Toulouse avec la cantine, qui s'était déjà fait en réseau, qui s'était essaimé en réseau à partir de la cantine de Paris. Eh bien, on nous appelle en fait toutes les semaines. Un porteur de projet nous appelle en nous demandant mais bonjour, je veux monter un projet, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, à qui je dois parler. Donc au fur et à mesure, on s'est dit pourquoi pas bien rendre lisible un petit peu les différents dispositifs, les différents réseaux,
Et en fait, on va construire tout simplement une cartographie, un guide de différents réseaux et dispositifs qui existent, donc dédiés aux tiers-lieux, où on appuie à partir d'un questionnaire. Déjà, pour commencer, évidemment, on reviendra vers chacun de vous pour qualifier un peu mieux ces réseaux, qu'est-ce qu'ils offrent, de combien de lieux, de quelle typologie de lieux ils sont composés, à quelle échelle, quel portage, etc. Donc voilà, on va pouvoir fournir finalement une cartographie des différents dispositifs et réseaux en région. C'est une initiative qui servira à beaucoup d'autres, on l'espère en tout cas, dans ce renouvellement, on l'a entendu, de la manière dont on va travailler ensemble en région, sur les différents niveaux de réseau de tiers-lieux, à l'échelle régionale notamment. Donc on espère que cette matière-là pourra servir aussi et aux porteurs de projets et aux différents réseaux qui pourront ensuite bénéficier de ce travail et commencer à discuter de ces complémentarités de manière un peu opérationnelle. Donc il me tarde. Normalement en ligne, là sur le chat, on a envoyé en ligne le lien vers le questionnaire auquel vous pourrez répondre et on continuera à communiquer dessus là dans les prochaines semaines en espérant avoir des retours évidemment, mais on prendra le téléphone bien évidemment aussi. Donc merci à toutes et tous. Et puis je vais vous remercier aussi, surtout d'être venus comme ça aussi nombreux, partager votre expérience de réseau et on continue donc ce forum des territoires. Merci à toutes et tous. On peut les applaudir. Des temps d'applaudissements.